On est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 4 mai 2021. Au programme, pas mal de choses différentes. Il se passe beaucoup de choses autour de la tech en ce moment. On va commencer avec un peu d'espace, un peu de Mars, avec pourquoi pas un objectif nouveau pour le drone envoyé avec Persévérance, le drone qui a fait ses premiers essais avec succès. Euh, et, euh, et du coup, pourquoi pas lui donner un rôle un peu plus important que juste tester le vol. Le décalage, c'est pas de moi que ça vient. Désolé. Je sais pas, ça vient probablement de ta connexion ou il y a un truc, je crois qu'il y a une option pour avoir un faible décalage, mais j'avoue que moi je peux pas y faire grand chose. Ensuite, on parlera de vieilles boîtes du numérique et des géants avant la grandeur du numérique. On va parler un petit peu de Yahoo et d'AOL qui ont été voilà, une nouvelle fois vendus. Ça se balade de main en main depuis quelques années. Mais ça vaut encore un peu d'argent, beaucoup moins que ce que ça a pu valoir avant les années 2000. Donc ça remonte un peu, mais ça existe encore et ça fait un petit peu parler d'eux en ce moment. On abordera ensuite un gros chapitre autour d'Epic Games. Il y a eu le début du procès entre Apple et Epic Games. Voilà, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. On en est vraiment au début. Ça lâche des infos dans tous les sens et on apprend des choses, notamment des montants, des budgets et des petites infos comme ça internes qui sont un peu obligés de dévoiler pour gagner le procès. Du coup, c'est intéressant. On a pas mal de trucs aujourd'hui. On a déjà des infos sur les jeux gratuits, combien ça leur a ramené de nouveaux utilisateurs, combien ça leur a coûté d'argent. Et on a aussi une information sur voilà, ce qui fait vraiment gagner de l'argent à Epic Games. Et je pense que vous l'aurez tous deviné. Ça commence par un F et beaucoup de gens y jouent. Euh, mais visiblement, hein, c'est ce qui fait la majorité des revenus d'Epic Games à l'heure actuelle. Beaucoup plus que peut le faire sa plateforme ou même son moteur de jeu. Donc visiblement, voilà, faut faire attention. Maintenant tout le monde le sait, donc il peut aussi y avoir des moyens de pression. C'est assez intéressant. On continuera avec Apple et du coup là, rien à voir avec le procès, juste des petites infos sur des produits, soit des futurs produits avec l'iPhone 13 et des infos sur son écran, ou la nouvelle Apple Watch et un nouveau capteur qui va toujours plus loin. Mais aussi un petit test des AirTags, le petit module d'Apple qui permet de retrouver tout et n'importe quoi, n'importe où. Euh, qui, voilà, c'est petit, c'est, on voulait savoir si ça marchait vraiment, si on le malmenait. Ça a été testé et visiblement c'est plutôt solide. Après, comme beaucoup de choses électroniques, ça va probablement assez mal durer dans le temps, malheureusement. Mais sinon, ça a l'air d'être solide. On continuera avec une petite news PlayStation et Discord qui parle d'une intégration. Ça fait aussi beaucoup de bruit après que Discord ait décidé d'arrêter les discussions avec Microsoft pour un rachat et décidé de se lancer dans l'introduction en bourse. Voilà, il parle de petits bails avec Sony, ça me fait bien rire et c'est un peu le jeu, hein. On parlera ensuite d'Xbox forcément avec une nouvelle liste de jeux qui va être compatible avec le FPS Boost. Alors,
c'est cool, il y a plein de jeux, on va pas tous les détailler parce qu'il y en a 97. Donc voilà, hein, c'est beaucoup. Mais il y a quelques petites douilles dans le tas, donc faut faire attention. Il y a parfois quelques petits astérix qu'il faut aller lire plus bas. Et au final, faut regarder quoi. Comment ça, comment je m'y connais autant? Bah je m'informe. C'est comme tout, hein. J'apprends. On continuera ensuite avec des claviers. D'abord chez Roccat. Roccat qui nous présente deux nouvelles gammes même de claviers. Une gamme plus accessible. Non, non, c'est pas mon taf. Une gamme plus accessible et une gamme un peu plus pour voilà, gaming compétitif, un peu plus premium. Forcément, une gamme à membrane, une gamme mécanique, comme souvent dans les claviers. Des claviers plutôt intéressants avec un design plutôt sympa et des prix corrects. Et ça, c'est pas toujours le cas, surtout dans des claviers mécaniques. Donc plutôt sympa. On aura ensuite un autre clavier qui lui n'est pas du tout un prix correct, mais on est sur un genre de concept, prototype, pas pour tout le monde. Un truc un peu ergonomique du futur. Euh, et c'est personnel, j'ai pas envie de. Je suis désolé, mais c'est pas le moment de ce genre de questions, Tony. Du coup, un autre clavier un peu plus différent, plus pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent ou ont envie d'avoir un truc un peu chelou. Euh, le prix, il est très salé, vous verrez. On continuera avec un SSD. Un SSD qui, pour le coup, cible très précisément un public, le public des mineurs, mais les mineurs de Chia, cette nouvelle crypto-monnaie qui fait fureur en Asie ces derniers temps. On avait vu que ça avait directement impacté le marché des gros disques durs, les disques durs type entreprise avec du stockage de 16 ou 18 Tera, donc vraiment un marché très spécifique, mais ça l'avait fortement impacté de l'ordre de 30% d'augmentation de prix en Asie. Visiblement, il y a des marques qui ont entendu ça et qui se sont dit bon, bah, on va peut-être proposer des produits qui peuvent nous rapporter de l'argent. Et ici, ils proposent vraiment quelque chose qui peut peut-être être intéressant pour les mineurs de Chia et aussi pour du matériel professionnel très robuste. Vous verrez pourquoi. On aura la présentation de nouveaux PC, des PC tout faits. Un des rares moyens d'avoir une config avec une carte graphique dernière génération ces derniers temps, malheureusement. Ça reste souvent cher, ici on n'a pas les prix et parfois vaut mieux. Mais il y a des configs intéressantes, par contre, attention au prix, quand on les aura ça fera mal. Du coup, PC Aorus, version tout petit, à peu près taille Xbox Series X, du coup vraiment tout petit pour un PC. Et des PC MSI, vous savez MSI c'est une de mes marques de cœur. Plutôt robuste comme config. Après, voilà, ils intègrent les 11e génération Intel. Moi je suis pas trop fan de ces processeurs, mais c'est la dernière génération, c'est un peu normal. Et on finira avec les cartes graphiques avec honnêtement pas de bonnes news sur les cartes graphiques, donc on gardera les mauvaises news pour la fin. Et on versera notre petite larme en finissant sur les stocks, bien sûr, comme d'habitude. Après ce long sommaire, on commence avec l'espace et le drone Ingenuity qui apparemment a plus que répondu aux attentes des concepteurs et des ingénieurs de la NASA. Pour l'instant, il n'a pas fini ses phases de test pour prouver que on peut bien voler sur Mars avec ce genre d'engin, même s'il a déjà effectué la moitié, je crois à peu près, avec succès quasiment tout le temps. Il y a eu un petit problème avec un décollage, mais finalement ça a marché.
Du coup, visiblement, ils sont tellement heureux des résultats qu'ils ont décidé de potentiellement aller plus loin que juste tester euh, le prototype pour voir si on peut vraiment voler sur Mars et s'en servir de, de genre de drone de repérage pour aller cibler des potentielles missions pour Persévérance, donc le rover directement, et pourquoi pas aussi des itinéraires, donc lui dire par où il peut passer. Visiblement, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué pour Persévérance de trouver des trucs intéressants à aller voir, en plus de la difficulté qu'il y a pour se déplacer, hein, forcément. Ça reste à la surface de Mars. Du coup, ça pourrait être un moyen de faciliter les découvertes faites par le rover. Ça peut être une solution. Ça reste un prototype qui est à la base pas fait pour ça, donc voilà, faut pas. On peut lui en demander plus, faudra pas trop être déçu si ça ne se passe pas. Euh, mais effectivement, c'est un des moyens, et effectivement, bah, faire du repérage depuis les airs, c'est quand même beaucoup plus simple que depuis le sol. Et j'imagine qu'en volant, il peut avoir, il peut survoler une grande surface et voir beaucoup plus de choses en un temps réduit, là où le rover est, j'imagine, plus limité. Pour l'instant, il va encore devoir faire la suite de ses tests. Donc, ils vont aller jusqu'au bout et ensuite, si tout s'est bien passé et que le prototype est toujours fonctionnel à 100%, ils veulent s'en servir pour ça. C'est quand même plutôt stylé de se dire qu'on a envoyé un drone volant sur Mars et qui pourra nous servir de drone de repérage quand même. On n'en est pas encore là, mais pour l'instant, c'est réussite sur réussite dans cette mission Persévérance après déjà l'atterrissage du rover avec succès, puis le premier décollage du drone, puis la génération d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. On est quand même sur des gros succès et ça fait plaisir. Après, il y a beaucoup d'argent investi là-dedans, mais j'avoue que moi, ça me passionne. On continue avec des vieux noms, des noms que les jeunes ne connaissent pas forcément. On va parler des vétérans du web, Yahoo et AOL. Alors voilà, hein, des entreprises qui ont été massives et leaders dans leur domaine à une époque, qui maintenant sont reléguées à des branches qui se vendent et qui s'échangent. Jusqu'ici, c'était le groupe de télécom Verizon, Verizon euh, qui les détenait. Mais clairement, ça faisait quelques temps qu'ils les avaient et ça perdait plus de l'argent qu'autre chose. Donc, ils ont décidé de les revendre à un fonds d'investissement en gardant tout de même une petite part, 10% je crois, dans Yahoo et AOL. Ils vendent tout de même 5 milliards. Bon, il l'avait acheté, neuf, donc voilà, c'est pas fou, c'est pas fou. Ils ont quand même perdu pas mal d'argent et en plus de l'argent tous les ans. C'est assez fou hein, quand même parce que voilà maintenant effectivement Yahoo et AOL sont totalement dépassés, mais fut un temps à l'apogée des années 2000. Ça a été valorisé à 125 milliards en 2000 pour Yahoo et 112 pour AOL. Maintenant, c'est relégué à 5 milliards. Donc, comme quoi les choses vont et viennent, même dans le numérique, des géants peuvent tomber. Fut un temps où c'était des géants et maintenant ils sont relégués à l'histoire passée du web. Petit hommage à ces grands noms qui
ne résonne plus. On continue avec Epic Games. Cette histoire de procès, je vais pas aborder directement le procès parce que en vrai, bah, c'est le tout début et pour l'instant, c'est un peu attaque sur attaque d'un côté comme de l'autre et j'attends d'avoir un peu plus de recul. Mais l'avantage, c'est qu'on a eu pas mal d'infos, notamment des infos assez intéressantes sur Epic Games et ici son Epic Games Store avec, vous voyez, ce graphique qui, alors, on va l'expliquer c'est assez simple à comprendre. On a ici le nombre total d'utilisateurs. Donc vous avez 20,7 millions. Sur les 20,7 millions, il y en a 2,2 qui se sont inscrits à la plateforme pour acheter un jeu payant. Et il y en a 18,5 millions, tout le reste, qui a fait un compte sur cette plateforme pour récupérer un jeu gratuit. Alors bien sûr, on ne nous détaille pas les jeux gratuits. Ils sont nombreux, certains totalement free-to-play et d'autres en disponibilité gratuite temporaire. Donc c'est un peu... c'est pas exactement pareil. Mais on nous dit aussi que sur ces 18 millions, pourquoi là on a 21? Ouais, non, sur les 18 millions, on a 7% qui ont ensuite dépensé de l'argent sur la plateforme. Ce qui représente très peu. Donc en gros, les gens qui ont un compte sur l'Epic Game Store, pour la plupart, ne dépensent pas d'argent sur la plateforme. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour Epic. En notant en plus que leurs jeux gratuits temporaires leur rapportent effectivement des nouveaux utilisateurs. Ils prennent des exemples. Alors malheureusement, ils n'ont pas GTA V, ce qui aurait été très intéressant. Par contre, ils ont Batman Arkham et Lego Batman. Batman Arkham fait 6,4 millions de téléchargements. Lego Batman, il en fait 5,2. Donc des chiffres assez proches en soi. Sauf que ça leur coûte pas le même prix. Ça leur coûte pas du tout le même prix. Parce qu'il y en a un, il coûte 1,5 million et l'autre 300 000. Et pourtant, ils font des téléchargements à 1 million près pareil. 1,2 million du coup près pareil. Et il y en a un, il coûte 5 fois le prix de l'autre. Ce qui est compliqué. Autre exemple avec Subnautica qui a coûté 1,4 million, 4,6 millions de téléchargements et 800 000 nouveaux comptes. C'est des infos intéressantes qui nous montrent bien que Epic Games ne fait pas une majorité de son argent sur l'Epic Games Store et que c'est plus une entrée dans l'univers d'Epic, son Epic Games Store, que une machine à cash, clairement. On le voit bien ici, vu que quand même la plupart des utilisateurs, une grande majorité, sont des utilisateurs totalement free, sans avoir mis
sans avoir mis d'argent dans la plateforme. Donc c'est assez fou. Et derrière, ils vont quand même payer des jeux, voilà, 1,5 million par exemple, pour Batman Arkham, ou 1,4 pour Subnautica. C'est fou. C'est fou. Bien sûr, si Epic Games ne fait pas la majorité de son argent grâce à l'Epic Games Store, c'est effectivement grâce à Fortnite que ils ont une grosse trésorerie. 9 milliards de dollars sur ces 2 premières années d'activité, hein, clairement, c'est le genre de, le genre de revenu que beaucoup de studios aimeraient avoir. 9 milliards en 2 ans. C'est assez fou. On a... alors, mais je les ai plus. Je les ai plus. Mais j'avais vu un truc avec les chiffres des autres... Ah oui, voilà. Par exemple, on compare aux autres secteurs d'activité d'Epic Games. Cela, Fortnite, 9 milliards en 2 ans. Le moteur graphique, moteur de jeu d'Epic a fait sur la même période 221 millions comparé à 9 milliards. Donc, donc voilà, et l'Epic Game Store 235 millions. Donc comparer 9 milliards en 2 ans à 200 et quelques millions, que ça soit pour en vendant des licences pour leur moteur ou en vendant divers jeux sur leur plateforme. C'est totalement ridicule par rapport à ce que peut leur rapporter Fortnite. C'est juste astronomique la popularité de ce jeu. C'est assez fou. On continue avec le petit plan Apple. Apple qui nous donne un peu d'infos. Non, c'est faux. C'est des rumeurs comme d'hab avec Apple, mais il y a bien moyen parce que cette rumeur-là, elle est ressortie plusieurs fois. On l'a entendue de diverses bouches. Et du coup, il semblerait bien que sur le futur iPhone, qui sera probablement le 13, alors il prévoit sur le 13 Pro et Pro Max, peut-être pas sur les autres, un écran OLED 120 Hz qui serait du coup une nouveauté sur l'iPhone. Écran qui serait en plus, alors ça c'est un peu l'anecdote marrante, c'est qu'elle serait fournie par Samsung Display. Samsung Display qui est bien sûr la branche écran de Samsung, qui est un des plus grands concurrents d'Apple sur le secteur des téléphones. Donc toujours plutôt drôle. Ça a l'air d'être quelque chose qui vraiment se démocratise totalement, les écrans 120 Hz. Encore une fois, il faut faire attention avec la consommation, même si là on est sur, d'après Samsung, une technologie qui consommerait toujours moins d'énergie. Il faut voir derrière. Mais bon, en vrai, c'est une bonne nouvelle. Les écrans pour téléphone, enfin format téléphone de Samsung sont dans les meilleurs au monde, hein, clairement. Et Apple ne fait pas ça, hein, dans tous les cas. Donc donc c'est cool. À voir ce que ça donne derrière, mais comme d'hab, hein, ça devrait être plutôt bien intégré et on devrait voir arriver ça vers la rentrée, je crois. Un truc comme ça, en général. Donc dans pas si longtemps. Autre rumeur sur un futur appareil Apple, ici l'Apple Watch Series 8,
qui pourrait avoir un nouveau capteur qui va toujours plus loin et qui pourrait aller mesurer votre tension, votre glycémie et votre alcoolémie. Donc toujours plus. Là où aujourd'hui votre Apple Watch dernière génération vous permet déjà d'avoir un GPS, un accéléromètre, un capteur cardiaque, un oxymètre, on aura bientôt en plus tension, glycémie et alcoolémie. Toujours plus. En vrai, pour certains ça peut paraître gadget, pour d'autres c'est très intéressant. Le seul petit problème là-dedans, c'est qu'effectivement on parle de l'Apple Watch dernière génération qui est forcément pas un produit ultra accessible. Ces rumeurs s'appuient sur le partenariat avec une société qui fait justement un nouveau type de capteur qui permet ce genre de mesure, qui est visiblement plutôt qualitatif et plutôt précis. En théorie, c'est quand même vachement bien. Ça commence comme ça et ensuite ça peut se démocratiser. C'est tout de même un outil supplémentaire et, là qui peut vraiment avoir un intérêt médical pour, certaines personnes. Mesurer la tension en quasi temps réel, ça peut être une très bonne idée pour les gens qui ont des problèmes de tension. Pareil, la glycémie pour les diabétiques, non? Et l'alcoolémie, voilà, en théorie, ça a un peu moins d'intérêt à part vérifier si vous êtes apte ou pas à prendre le volant. Pourquoi pas dans le futur, un jour, imaginer ce genre de truc plus répandu et avoir un test obligatoire pour démarrer un véhicule. On ne sait pas, mais c'est quand même plutôt cool. Encore une fois, malheureusement, c'est l'Apple Watch qui va être quand même un objet plutôt cher. Mais ça commence comme ça et ensuite ça débarque un peu plus de façon massive dans notre monde. Donc pourquoi pas. En vrai, je suis toujours preneur de ce genre de capteurs qui peuvent aider la vie de certaines personnes. Et on finit avec Apple et les AirTags. Des Américains se sont demandé si c'était vraiment solide. C'est CNET qui sont amusés à les maltraiter. Alors pour ça, ils ont testé la résistance à l'eau en mettant dans une machine à laver, puis au froid en mettant dans un bac à glaçons, puis dans le congèle. Voilà. Et dernier test de résistance au choc avec un lâcher, une chute multiple attachée à un trousseau de clés sur des pierres pour voir un peu comment ça se comportait et si ça se cassait facilement. Du coup, premier test, la machine à laver, hop, dans une poche de pantalon, cycle à froid, 54 minutes. Il marchait, il restait en lien avec l'application qui permet de le retrouver. Il émettait un signal faible mais audible, ce qui est déjà pas mal dans la machine en marche. Une fois sorti, il fonctionnait toujours. Bon, il était un peu abîmé, forcément visuellement, mais il fonctionnait toujours. Test suivant, ça me fait bien marrer quand même. Ils se sont amusés à le mettre dans un bac à glace, un bac à glaçons, puis dans un congélateur. Alors, il restait audible et en liaison avec l'application jusqu'à ce que la glace se solidifie. Visiblement, voilà, dans la glace, c'est moyen. Une fois qu'il est à l'intérieur de la glace, c'est moyen. Une fois qu'il était dans la glace, il ne marchait plus. Toutefois, et ça c'est important, une fois décongelé, il fonctionnait à nouveau, mais attention, pas totalement étanche au niveau de la pile. Ça peut être... il y a eu un peu d'eau qui s'est infiltrée à proximité de la pile, ça peut être un problème. Donc peut-être que la glace, c'est son plus grand ennemi. Et le dernier test, se faire tomber avec un trousseau de clés. Voilà, ça l'a abîmé visuellement un petit peu, quelques rayures et tout, mais il fonctionnait toujours très bien.
heureusement. Il nous alerte tout de même sur la dégradation liée au temps. Ça reste de l'électronique et on sait que, voilà, en général, on peut avoir des problèmes, mais que sur le papier, ça répondait bien au cahier des charges donné par Apple et que c'était assez solide, suffisamment pour le rôle que ça devait jouer. Donc c'est plutôt cool. Hop, on passe chez Sony avec des annonces, avec Discord. Ça me fait bien rire, bien sûr, on sait, hein, Discord qui pouvait se faire acheter par Microsoft pour une dizaine de milliards, une douzaine même, je crois. Mais ils ont dit non. Et aujourd'hui, ils annoncent voilà, un petit partenariat avec Sony et les PlayStation pour être intégrés dans la PS4 et la PS5. Alors, à prendre avec des pincettes, on ne sait pas exactement. C'est pas exactement de quelle façon ils veulent être intégrés, si on va vraiment avoir l'application Discord avec un équivalent de ce qu'on a, que ça soit sur mobile ou sur PC, sur votre console, ou s'ils vont avoir une semi-intégration à la Microsoft. Microsoft qui a déjà fait une intégration, alors ils appellent ça une intégration quand même. Toc toc toc. Voilà. Alors en fait, l'intégration de la Xbox, c'est seulement de pouvoir afficher le jeu auquel vous jouez, mais vous n'avez pas d'application Discord intégrée à la console, ce qui est quand même sacrément dommage. J'espère qu'ici ils iront au bout en créant vraiment l'application et toute l'interface et tout ce qu'apporte le client Discord, c'est-à-dire effectivement le vocal, mais aussi les champs textuels et tout ça, quoi. Enfin, vraiment la diversité que permet Discord. On verra. C'est pas gagné, mais s'ils font ça bien, ils devraient aller vers ça, clairement. On continue avec la concurrence Xbox qui nous annonce 97 jeux compatibles FPS Boost. On rappelle le FPS Boost sur le papier, c'est l'idée d'optimiser des anciens titres pour les consoles dernière génération. Pourquoi pas débloquer le framerate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, là où avant ils étaient bloqués parce que de toute façon la machine ne pouvait pas aller au-dessus. Aujourd'hui les machines sont plus puissantes donc peuvent potentiellement avoir un jeu plus fluide. Et en vrai l'intérêt est surtout de gagner en fluidité sur des titres qui peuvent être un peu anciens. 97 jeux, c'est quand même super cool. Voilà, on nous rappelle ici le principe, donc soit passer de 30 à 60 ou de 60 à 120 suivant les titres. C'est quand même sacrément cool. De 30 à 60 déjà, c'est sacrément cool. Et de 60 à 120, si vous avez le moniteur pour, c'est assez incroyable sur console. On va pas se mentir. Mais il y a des petites douilles. Effectivement, voilà, 97 jeux, c'est énorme. Mais il y en a où il faudra faire des choix un peu difficiles. Déjà, premier point, il y en a qui ne sont pas optimisés pour la Xbox Series S, donc la version un peu moins performante des dernières consoles de Microsoft. Ça, c'est un peu dommage. Notamment Battlefield 1, Anthem et Dirt 4. Ce qui est un peu dommage. Même si on est sur des titres qui passaient de 60 à 120 et pas de 30 à 60, tout de même. Mais c'est tout de même un peu dommage. Et aussi, et ça c'est un peu la grosse douille sur le coup, c'est qu'il y en a où, ok, on peut aller chercher des images en plus, mais par contre en termes de graphique, vous devrez vous limiter à une version graphique d'avant et pas une version graphique optimisée pour les consoles next-gen, donc pas les graphismes les plus beaux que vous puissiez avoir. Et c'est vraiment privilégier la fluidité au graphisme
si vous activez ce truc, du coup, il ne sera pas activé par défaut. C'est quelque chose que vous devrez activer. Et là, pour le coup, c'est un peu moins sympa. C'est un peu plus dommage. Mais bon, 97 titres, faut voir comment ça marche sur les titres vraiment où on passe de 60 à 120 par exemple, ou ce genre de truc, avec les moniteurs associés. Et ça peut faire vraiment une diff. C'est quand même des trucs mis en avant de la Xbox. C'est un des trucs qui leur tient à cœur. Et en vrai, c'est quand même plutôt cool d'avoir une expérience plus actuelle sur des titres un peu anciens. Un peu parfois à l'image de ce qui se fait sur les PC. On continue avec du clavier et d'abord des claviers que vous pourrez acheter. Clavier chez Roccat, de gamme. Gamme d'abord plus accessible à 60 € tout de même. On est quand même sur du clavier gaming, du RGB à foison, clavier à membrane. On n'est pas sur du mécanique sur ce clavier à 60 €, hein, vous l'aurez probablement deviné. Vous avez voilà, un clavier assez classique, pleine taille. On a un peu de touches en plus pour des macros. On a le repose-poignet qui a l'air plutôt cool. Ça, c'est important. Et sinon, vraiment du RGB à foison, hein. Là, on y allait cash sur, sur les petites lumières. Ça, c'est vous qui, c'est vous qui déciderez ce que vous en ferez, hein. Mais voilà, clavier gaming, pas, pas vraiment premium, plus gaming entrée moyen de gamme. Encore une fois, on est sur du membrane, hein, on n'est pas sur du mécanique. Donc si vous êtes vraiment dans l'optimisation et la compétition, il vaut mieux quand même aller sur du mécanique. Et pour ça, du coup, celui-là, c'est le Magma. Si vous voulez aller sur le mécanique, on a le Pyro. On y retrouve ce repose-poignet. Mais bizarrement, on est sur du mécanique et on est un peu plus sobre dans le RGB et même dans les couleurs. On voit ici beaucoup de noir. On est sur des switches rouges. Voilà, les amateurs de mécanique connaîtront. Et on est du coup sur un budget plus élevé, 100 €, mais mécanique, on a le repose-poignet, on est pleine taille, c'est pas un prix abusé pour ce genre de clavier. Franchement, dans les claviers mécaniques, on a des prix qui parfois sont bien plus élevés. On est sur de la qualité Roccat, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Ça fera très bien le taf, hein. Et voilà, on est sur les perfs du mécanique et aussi la sensation du mécanique qui est incomparable. On continue avec un autre clavier et là on est sur un peu autre chose. Alors, il s'appelle le Hamatsu. Il coûte 1600 $ et voilà à quoi il ressemble. Donc en deux parties, ces fameux claviers ergonomiques en deux parties. C'est pour le coup plutôt cher, mais pièces en édition limitée, hein, seulement 100 pièces. Et on peut l'avoir pour même moins cher, 1280 $. Mais on le recevra, dans un. On peut le commander avec 20% de ristourne, donc 1280. Il faut précommander le clavier pour 320. Et la... Ah ouais, d'accord, ok. Ok, donc 1600, précommande 320 et 1280. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour un clavier quand même. Bon, il est stylé, hein, je dis pas. Si quelqu'un veut me l'offrir, je suis chaud. Mais il est quand même chelou, va falloir s'y habituer. Après, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Mais pas pour ce prix-là. J'avoue que pas pour ce prix-là. On continue avec un SSD très spécial. On est ici chez Team Group qui nous présente son nouveau SSD, le T-Crate Expert, qui est totalement et sans mensonge officiellement destiné à miner la nouvelle crypto-monnaie à la mode en Asie, le Chia.
cette crypto-monnaie qui utilise de l'espace disque disponible. Et on est sur du SSD, format M2. On est sur du PCI Express 3.0, vous voyez, hein, les débits très classiques. Qu'est-ce qui est différent? C'est ça. Ça qui représente la durée de vie. On est ici sur un nombre de téraoctets écrits, donc une durée de vie. Et on est sur du 6000 pour un SSD de 1 Tera ou 12000 pour 2 Tera. Donc voilà. Avec ça, on vous met une petite garantie de seulement 12 ans. Donc on vous assure la fiabilité totale de ce matériel pendant 12 ans. C'est assez incroyable. Clairement, ils font un communiqué officiel pour dire voilà, si vous voulez miner du Chia, ce SSD est pour vous. On n'a pas les prix dans un premier temps, mais c'est probablement un des SSD annoncés avec enfin de ce format-là et de ces de ces de ces stockages-là avec une durée de vie que j'ai jamais vue, hein. C'est assez ouf. On est clairement bien au-dessus de ce qu'on trouve habituellement. C'est ils sont chauds en Asie, hein, sur le Chia, ils rigolent zéro. On continue avec du PC. Premier modèle, ce Aorus, format Xbox Series X. Honnêtement, ça ressemble vachement à une Xbox Series X. Et dedans, on vous met de la folie, hein. On vous met de la folie, on vous met version Intel ou AMD, on vous met une vraie grosse carte graphique pour faire du gaming en, euh, en Full HD, en 2K, voire même peut-être en 4K, dans ce petit boîtier qui ressemble clairement à une console Microsoft. Donc Core i9 ou Ryzen 9, de quoi être monstrueux. Une 3080 pour jouer à ce que vous voulez, même avec de la 4K, du ray tracing, du DLSS, ce que vous voulez, dans ce tout petit boîtier. Alors, c'est bien conçu, ça marchera bien, croyez-moi. Ce sera bien refroidi. Ce sera pas super évolutif, malheureusement, ça c'est sûr. Et ce sera probablement très cher. Mais clairement, vu la taille que ça prend et ce qu'il y a dedans, on est sur un rapport place-performance assez incroyable. Il se payera forcément, on n'a pas le prix et je préfère pas l'avoir. Mais ce sera plutôt très cher. Mais tout petit. Tout petit avec une config tel un monstre. Donc ça peut être intéressant. On continue avec aussi des PC. Ce coup-ci, on passe chez MSI après être passé chez Gigabyte avec sa gamme Aorus. MSI qui nous présente plein de... Alors, c'est des nouvelles configs, pas vraiment des nouveaux PC, hein. Niveau visuel, on connaît déjà un peu. Mais voilà, c'est mis à jour avec les derniers composants qu'on veut voir. On a un petit... voilà à quoi ça ressemble visuellement. Vous avez version mini qui s'appelle les Tridents, version Aegis qui sont le ultra haut de gamme, bien mis en avant, et les versions de taille plus classique avec des configs qui vont plus ou moins cher, trucs un peu accessibles mais pas vraiment non plus, et des trucs très chers. On a un petit récapitulatif dans une qualité horrible, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux. Donc on aura cette qualité horrible. Et du coup, on nous apprend, on n'a pas les prix, encore une fois, on préfère ne pas les avoir, mais on nous apprend voilà, les configs, ce qu'on aura dedans, on aura du i9 ou du i7, que du Intel 11e génération. Alors je vous avoue que moi je suis pas ultra emballé par ce Intel 11e génération, à voir le prix des engins. On voit que sur les modèles qui ne comportent pas de cas, on va chercher des cartes mères un peu moins coûteuses, forcément, classiques, des configs, enfin des PC préassemblés. Après, sinon, bah, en termes de stockage, on est sur les trucs classiques. Là-dessus, aucun problème.
Qu'est-ce qui est intéressant? Les cartes graphiques intéressantes. Que de la Nvidia. De la 3090 à la 3060 Ti. Pas moins que 3060 Ti. Encore une fois, on n'a pas les prix. Ça, c'est aussi important. Mais et forcément, un haut de gamme qui peut paraître ultra intéressant. Regardez-moi. Regardez ça, là. Ce petit trident qui... voilà, un peu à l'image du boîtier qu'on a vu avant. Un format très très petit. Et dedans, vous avez une config monstrueuse avec un i9 11900K et une 3090 dans ce tout petit boîtier minuscule qui est aussi gros que votre décodeur de box. C'est fou. Votre décodeur de box n'est pas aussi puissant, je vous assure. Et bien sûr, bah là, ça c'est le premium, hein, l'ultra premium de MSI avec des configs assez folles, hein, assez folles. On peut aller jusqu'à 3 M2 en stockage, deux disques durs 2,5 pouces, un disque dur 3,5 pouces. On peut aller stockage de ouf, on a un i9, on a une 3090. Celui-là coûte en général entre 3 et 5 000 suivant les versions. Normalement, il y a plusieurs versions. Il n'y a pas uniquement une version aussi haut de gamme, mais à voir. Des trucs intéressants qui seront probablement assez chers, mais qui sera un des meilleurs moyens d'être sûr d'avoir une carte graphique RTX 3000 à un prix, on va pas dire correct, mais peut-être un peu moins indécent que d'habitude, voire pas forcément, hein, ça dépendra des prix forcément. On continue avec les cartes graphiques et Nvidia. Ça aussi, c'est spécial quand même. Qu'ils ont annoncé qu'ils repoussaient sortie de la 3080 Ti. Après qu'on ait eu plein d'infos dessus et même des images. On nous annonce non plus le 26 mai, mais le 31 mai avec normalement une annonce officielle Nvidia. Peut-être en même temps qu'ils officialiseront la 3070 Ti et lui donneront une date précise de sortie, on espère. Encore une fois, on doute du réel stock de ces cartes à la sortie, comme d'habitude. Ça, c'est toujours un peu compliqué. On finit avec les annonces des cartes graphiques avec AMD. AMD hier qui nous a dit que voilà, ces futurs moyens de gamme, futur, hein, dans la prochaine génération, futur moyen de gamme sera aussi performant que l'actuel ultra haut de gamme. Aujourd'hui, il nous parle du futur ultra haut de gamme. Et on nous dit, bah, c'est simple, sera 3 fois plus puissant que le mieux qu'on fasse aujourd'hui. Ça rigole zéro hein, sur les promesses chez AMD. Il va falloir les tenir hein, parce que là déjà annoncé que le futur moyen de gamme sera au moins aussi performant que le mieux qu'ils fassent actuellement, c'est déjà pas mal. Mais dire que le futur ultra haut de gamme sera 3 fois plus performant que le maximum qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle, ça devient un peu chaud. Ça devient un peu chaud. Après, à voir, on sait, changement de finesse de gravure, probablement un changement d'architecture, mais ça fait beaucoup de promesses, hein. Il va falloir les tenir et ça, pas sûr. Ça risque d'être peut-être compliqué. On finit avec les cartes graphiques et les dernières news. Ici, aujourd'hui, seule petite carte qui est sortie aujourd'hui, qui a été disponible pendant un moment, qui ne l'est probablement plus, une GB 3060, le format avec les deux ventilateurs, donc pas les formats les plus grands, 620 €, donc prix horrible. Et ce soir, il devrait... Ah, il y a des trucs qui sont revenus en stock, visiblement, des trucs qui sont revenus en stock. Ici, une 2060 qui ne l'était plus, à 570 €, qui est de retour en stock. Une 3070 grand format de chez MSI à 1030 €, aussi qui vient de revenir en stock, incroyable. Mais sinon, on n'a plus que des cartes à plus de 2000 €. Ici, la 3090 à 3000. Les Power Color
version refroidie par air à 2200 et version refroidie par liquide à 2550. Et la ASRock 6900 XT OC Formula à 2700. Voilà, voilà ce qui reste. Mais petit retour en stock, hein, si vous voulez une 3070 et que vous êtes prêt à mettre 1030 €, elle est faite pour vous. Voilà qui conclut notre point actu hardware. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours, c'est important. Et voilà, on se retrouvera demain pour la suite des actus. Probablement beaucoup de news à venir sur Epic et Apple concernant ce procès qui fait beaucoup parler, clairement. Donc ça devrait arriver en masse dans les prochains points actu hardware. Merci d'avoir regardé et à demain.